Vous m'avez invité à parler de la question des fractures numériques. Par fracture numérique, on peut entendre en réalité beaucoup de choses. On pourrait parler des zones blanches, on pourrait parler de la population qui n'a pas nécessairement accès à un maniement simple de l'outil numérique ou qui manque de compétences, les personnes âgées, les personnes plutôt en marge. Mais le sujet que je voudrais traiter ici aujourd'hui, c'est la manière dont les fractures numériques traversent le monde du travail. Et je crois que c'est là le plus intéressant et en tous les cas le plus symptomatique de la manière dont le numérique agit pour de vrai sur la structure d'activité de notre pays et bien au-delà. Le premier point que je voudrais développer, c'est le suivant. Si on regarde bien aujourd'hui les mondes du travail, on peine en réalité à les saisir. On peine à les saisir, à comprendre qui travaille comment, où et pourquoi. Parce qu'on n'est pas doté de la statistique qui permet de saisir ça. Je voudrais l'illustrer en prenant la question des chiffres du chômage. Les chiffres du chômage décrivent très mal la réalité de l'activité. Si vous rentrez dans le détail des catégories d'emploi, vous vous apercevez qu'on compte dans la demande d'emploi en fin de mois, la DEFM, le chiffre publié par Pôle emploi, à la fois des catégories A, des gens sans activité depuis peu de temps ou depuis plus d'un an, ce qui change largement la donne, mais aussi des catégories B, C, D, E, qui ont un rapport à l'activité qui est parfois au-delà de la moitié du mois en termes de temps travaillé. Et puis, d'un autre côté, dans les catégories dites d'actifs occupés, on compte des gens dont l'activité n'est pas certaine. Une grande partie des auto-entrepreneurs, par exemple, fait partie des actifs occupés, et pour le coup, leur rapport au travail n'est pas si évident. Bref, on peine à avoir une lecture réelle de ce que c'est que l'activité aujourd'hui. Ça, c'est par rapport à l'évolution de la façon de travailler qui est très largement induite par les méthodologies de travail numérique et par les ouvertures, en réalité, des formes statutaires. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Puisque si on regarde pour de vrai la façon dont le numérique travaille sur la structure d'emploi, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce numérique écartèle même, différents groupes. Le premier, moi je l'appelle le groupe des surnuméraires. C'est-à-dire les gens qui ont compris que leur emploi était devenu de moins en moins nécessaire par le biais de l'automatisation. Si vous prenez quelques années en arrière, vous constatez qu'avant il y avait des receveurs de péage, avant il y avait une caissière à chaque caisse, etc., etc. On pourrait dire que c'est le progrès technique, effectivement. Le progrès technique a toujours fonctionné comme tel, mais quelque chose de différent se joue aujourd'hui et je vais y revenir juste après. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, vous avez une autre catégorie qu'on pourrait appeler les surmenés, d'une certaine manière. Tous ceux qui ont pris le train du changement social, le train de l'accélération induite par le numérique et qui d'ailleurs se nourrissent des multiples opportunités qu'il offre tout en ayant souvent une difficulté à faire face. Et entre ces deux groupes, eh bien, l'éloignement se fait de plus en plus fort. Si vous regardez la structure d'emploi, vous constatez que celle-ci fonctionne comme une courbe en U, avec aux deux bouts de la chaîne, d'un côté les professions intellectuelles supérieures extrêmement sollicitées, extrêmement nombreuses, avec une vraie montée en qualification, une vraie demande du marché du travail de montée en qualification. De l'autre côté, un autre pôle haut, les emplois moins qualifiés mais non délocalisables, on ne délocalise pas un boucher ou un coiffeur. Et puis au milieu, toute la partie évidée, ce sont des qualifications intermédiaires qui sont largement fauchées par le numérique, puisqu'on est capable d'automatiser ces postes-là. Là est le véritable enjeu, là est la véritable problématique du monde du travail. Que va-t-on faire du temps économisé sur ces différents métiers? Et, de manière corrélative, que va-t-on faire de ces différentes personnes dont l'emploi est fauché par le numérique? Les maintenir en emploi, se battre pour la caissière physique contre la caisse automatique, ne semble pas être un véritable progrès. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que on peut combiner finalement la question d'un progrès technique avec la question d'un maintien d'activité? C'est là qu'il nous appartient d'inventer une autre synthèse entre l'humain et l'automatique. Comment est-ce qu'on va vers l'automatisation de plus en plus forte, parce qu'il faut y aller, vers les tâches qui sont à très faible valeur humaine ajoutée? Comment est-ce qu'on vient justement remplacer les métiers douloureux, les métiers peu épanouissants, justement par des machines? Mais, et c'est là qu'est le véritable enjeu, que fait-on de ces individus libérés? Pour moi, je crois que le numérique est deux choses. D'abord, cette dimension d'automatisation, mais d'autre part, et on l'oublie trop souvent, une dimension tout à fait nouvelle de l'expérience utilisateur, de l'usage, d'une qualité de service jusque-là inédite. Et c'est là qu'on a des viviers d'emploi absolument gigantesques pour ceux qui sont des surnuméraires du processus de production tel qu'il est. Prenons cet exemple des caissières là encore. Si on peut considérer que le métier de caissière est un métier qui doit être fait par une machine, alors quel métier, à hauteur de caissière, peut-on réinventer?
Pourquoi est-ce que dans la problématique des circuits courts et de l'agriculture locale, ne peut-on pas inventer des stands de producteurs locaux dans l'enceinte de l'hypermarché tenus par ces anciennes caissières? C'est un exemple, il est bon ou il n'est pas bon, peu importe, mais il montre que, à hauteur de ces métiers, dans un rapport différent à l'expérience utilisateur, on peut réinventer justement de nouvelles activités. En somme, il faut sortir de cette opposition entre, d'un côté, le travail automatique, de l'autre côté, le travail humain, avec une concurrence qui est forcément mortifère, pour aller vers cette autre combinaison en automatisant ce qui doit l'être et en désautomatisant les humains. Et c'est bien là que le numérique a inventé un modèle d'emploi pour l'ère historique qui l'ouvre et qui permet de placer des humains sur des tâches à valeur humaine ajoutée. Ces tâches à valeur humaine ajoutée, c'est pas de dire on a trop de caissières, on n'a pas assez de data scientists, car on ne pourra jamais faire le lien entre les deux. Non, il s'agit de véritablement construire ces métiers qui permettent d'avancer sur cette expérience différente. Et là, on a une synthèse qui devient complètement autre. Alors on peut reprendre chaque métier, chaque tâche, chaque enjeu, et peut-être même les vôtres, qui sont aussi particulièrement concernés. Qu'est-ce qui relève de la machine? Qu'est-ce qui relève de l'automatisation? Et comment est-ce que vos expertises sont capables de se déporter sur des endroits où, justement, la valeur humaine ajoutée est évidente. Voilà l'enjeu, voilà la synthèse économique, la synthèse productive dans une ère qui est une ère numérique et qui n'est plus l'ère industrielle, et aussi la synthèse politique qu'on doit être capable de réaliser, car sans aller dans cette direction-là, des mouvements de gilets jaunes se multiplieront. Des luttes contre tous les éléments de modernisation viendront gréver la compétitivité de notre pays. Donc il est temps de passer à une autre forme de dialogue social, de relations sociales et de création des métiers qui permettent justement d'asseoir un nouveau partage entre le technologique et l'humain, non pas l'un contre l'autre, mais l'un allié avec l'autre, en prenant conscience de ce qu'est l'humain et ce qu'est réellement la technologie.